Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous sommes au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Qu'il est bon de se retrouver ensemble dans la cave remplie d'amour des souffleuses. Et puisque notre invité de ce soir raconte dans ses livres comment les relations amoureuses sous le régime de l'hétéropatriarcat, ça peut être toxique, Le Masque et la Plume dans le cul souhaite faire une intervention auprès de 3 personnalités dont les dernières apparitions médiatiques nous font dire qu'elles doivent se lever et se casser de relations franchement pas top pour la France. Fabien Roussel, assieds-toi, faut que je te parle. Apprends à dire non, car c'est pas parce que le journal Le Figaro t'a invité que t'étais obligé d'y aller à son 200e anniversaire. Alors, tu dis que c'est parce que tu lis Le Figaro tous les matins. Déjà, arrête. Mais ouvre les yeux, les droitards ne t'aiment que parce que ça booste leur ego. Arrête d'essayer d'avoir l'approbation de ces pervers narcissiques et reviens à gauche. Aimer, c'est apprendre à pardonner. Alors, je te promets qu'on fera un effort si tu reconnais tes erreurs. Et ne t'inquiète pas, ça nous arrive aussi de passer du Patrick Sébastien en soirée. On le sait bien que quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner les petites boules. Et toi, là, Bruno Le Maire, une relation BDSM se noue dans le consentement et la transparence. Pour être un bon soumis, il faut pouvoir dire non. Alors Bruno, c'est pas parce que ton dom, Bernard Arnault, te l'a demandé que fallait accepter de lui vendre la moitié de Paris et de réduire ses impôts, car tout ça, pourquoi ? Là, Bernard, il est rentré à l'Académie des sciences morales et politiques, et pas toi. Alors que ça te fasse kiffer de lui donner une épée, les queues de pie, etc., il n'y a pas de souci. No king shaming ici. Mais la démocratie et la séparation des pouvoirs, elles ont donné leur consentement ? Votre playroom, elle est très bien en Suisse, à Davos, entre 2 fondus et une trace de 3MMC avec le patron d'HSBC. Mais là, c'est 65 millions de Français que vous soumettez. 50 nuances degrés, c'est OK. 50 nuances de libéralisme, c'est non. Et toi, là, la Karl Cox. Oui, je parle de toi, le DJ qu'on voit à côté de Brigitte Macron dans la vidéo où elle s'essaie difficilement au DJing lors du gala des pièces jaunes à Disneyland. Karl, c'était pas la peine de lui faire un pouce en l'air, genre « T'assures, Brigitte, continue !» T'es peut-être pas une sale conne, mais t'as un trop bon DJ pour accepter quelqu'un qui fait des transitions aussi pourries. Et d'ailleurs, en parlant de transition, j'en profite. L'affaire est désormais classée. Brigitte ne s'est pas mixer, dont elle ne peut pas être une femme trans. Justice pour les dolls, merde! Oh là là, on nous a fait chier avec ça. C'est pas si compliqué. Après moi, je dis ça, je dis rien. Parce que c'est pas ma place de vous dire quoi faire. Je peux vous soutenir, mais c'est par vous-même que vous sortirez de ces relations toxiques. Avec vos mots, vos moyens et vos stratégies. Et je suis là si vous voulez parler. Les personnes toxiques avec qui vous êtes, elles vont résister. Elles vont chercher à continuer de vous faire mal. Mais je vous assure, c'est pas Daddy Trump qui va vous libérer. Les ressources, vous les avez en vous. Il faut juste trouver le chemin vers une chose qu'on trouve rarement à l'état pur, l'amour. Et l'amour, c'est parfois dégoulinant. Un peu comme le maquillage de celle qui nous rejoint maintenant. Du bruit et de l'amour pour Babouchka Babouche. Elle est encore coincée. Babouchka Babouche. Bonsoir, ça va ? Je voulais juste répondre à une attaque. Si le maquillage dégouline, c'est en hommage à Monet, Lisa Monet. Voilà, Justice for the Dolls. Et bien sûr, avec nous ce soir, celle qui donne son cœur au public à chaque fois qu'elle est à la régie du Masque et la Plume dans le cul. Ou c'est avec nous. Et enfin, pour ce nouvel épisode du Masque et la Plume dans le cul, nous recevons une icône de la littérature contemporaine. Elle a écrit plus d'une 30aine d'ouvrages, a reçu des prix prestigieux comme le prix Médicis et le prix Décembre. C'est une voix féministe incontournable qui utilise son style unique pour zigouiller le patriarcat. Merci de faire du bruit pour notre invitée, l'autrice Chloé Delhomme.
Alors bonsoir Chloé. Bonsoir. On est hyper contente que tu sois avec nous dans cette humble taverne parce que je me souviens que tu étais vraiment un des premiers noms qu'on a donné avec Babouche avant qu'on commence ce podcast. En fait, c'est qui les gens qu'on voudrait inviter. Et C'est c'était, vrai. je pense, le deuxième ou le troisième nom. Donc merci beaucoup d'être Voilà là. qui est fait. Et voilà, ça y est, le moment est venu. Alors, en me plongeant plus précisément dans ton travail pour préparer l'interview, la chose qui frappe en premier, c'est ta grande productivité. Tu sors à minima un roman par an, mais tu fais aussi plein d'autres choses très variées, de la musique, de la poésie, tu diriges des ouvrages collectifs, tu fais des lectures performances. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir comment tu fais. Comment tu fais pour être aussi productive, rigoureuse dans le travail, en gardant une vie sociale? Bipolaire. Moi, je voulais savoir si tu dormais. Je dors peu. Ouais, je dors peu. Non, mais en fait, c'est un rapport au vide. C'est-à-dire que dès que je m'ennuie, j'ai envie de me flinguer, donc on va limiter ça. Et du coup, il faut que je m'occupe tout le temps, quoi. Donc il y a pas, enfin il y a de la rigueur quand même, mais c'est plus de la pathologie en fait. Donc, ton écriture s'inscrit à la fois dans la littérature expérimentale, mais aussi dans le genre de l'autofiction. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des femmes qui écrivent au début des années 2000 et souvent parler d'autofiction à l'époque, c'est être reçu avec mépris. On pense notamment à Christine Angot, évidemment. Aujourd'hui, le genre de l'autofiction ou du récit de soi est vraiment devenu central, notamment à des auteuristes venus des marges, comme Fatima Das, Édouard Louis, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que le regard sur ton travail a changé ? Et surtout, comment tu interprètes la mainstreamisation de ce genre de l'autofiction dans la littérature contemporaine? Alors, sans être trop docte et devenir super chiante, en fait, il y a quand même plusieurs courants. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à l'autofiction post-Dubrovsky, donc où on a un rapport au jeu, qui d'abord, il y a la trinité auteur-narrateur héros. C'est le personnage principal, c'est la même entité. Pas dans mes trois derniers, sinon c'est pas de l'autofiction. Et il y a un rapport à la langue dans l'autofiction. Il y a une sorte d'opération poétique qui doit s'opérer. Et la narration de soi, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est plus... Édouard Louis, lui, il est dans la lignée d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, elle veut pas qu'on dise autofiction. Pour elle, c'est des ethnotextes, parce qu'il y a un rapport sociologique. Moi, c'est plus psychanalytique, finalement, le rapport. Et il y a eu beaucoup de témoignages bruts qui sont arrivés sur le marché de l'édition, notamment post-MeToo. Mais en fait, c'est pas toujours de l'autofiction. L'autofiction, le merveilleux Éric Nolot disait que c'était la biographie des menteuses, parce qu'il n'avait pas du tout compris l'opération poétique. C'est-à-dire que on peut décaler un fait réel. Enfin, normalement, c'est fait événement réel, mais on peut changer les détails pour qu'ils soient plus universels. Et après, pour des raisons légales, il faut changer le nom des gens, sinon il nous arrive des bricoles. Moi, du coup, je voudrais savoir, vu que tu t'es créé un nom, tu t'es créé un look, est-ce que tu serais une drag queen littéraire en un sens? Ah, j'aimerais bien être une Égérie Kemp. Mais oui, il y a eu création de perso, bien sûr. Je me définis comme un personnage de fiction. C'est pas qu'un pseudonyme, c'est un changement d'identité, vraiment. Ouais. Ouais, et justement, dans Une femme avec personne dedans, tu dis « Je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, un être d'autofiction qui, à maintes reprises, engage son lecteur à s'écrire par lui-même, à donner à sa vie une forme inédite dont il est le héros. » Donc, comme disait Babouche, Chloé Delhomme, c'est aussi un nom que tu as choisi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justement, de s'écrire par soi-même? En fait, c'est citation de Jean Baudrillard. Nous ne voulons plus un destin, nous voulons une histoire. C'est-à-dire qu'il y a, on est écrit par du storytelling tout le temps. On est dans une famille, en tant que qui on est dans la famille, on a une historicité, enfin une histoire qu'on nous plaque. Il y a la fiction sociale, il y a la fiction religieuse, il y a toutes les fictions qu'on nous met. Et à un moment donné, il faut faire preuve d'autonomie. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un discours qui est assez intégré chez les queers, la redéfinition de l'identité, et après, de façon plus perverse, moi, il n'y avait pas Instagram et là, il y a le syndrome du personnage principal qui est quand même plus une pathologie qu'une démarche littéraire. Mais c'est le rapport au jeu, quoi. Se réapproprier le jeu et pas se laisser bouffer par les assignations
social. Et à l'époque, en 2000, j'avais pas la notion... D'abord, on disait pas patriarcat, en vérité. On disait phallocentrie, phallogocentrie, éventuellement. Et ça fait partie aussi des choses à... Enfin, se reconstruire à défaut de pouvoir réussir à avoir une prise sur le réel qui entoure. On commence déjà par se redéfinir soi, quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de provoquer des choses dans ta vie pour pouvoir l'écrire dans tes livres ou inversement? Oui, les deux, bien sûr. Pour moi, la vie et l'écriture, c'est lié. Donc, il peut y avoir des trucs dans l'extrême. C'est par exemple, j'habite dans la télévision où, je sais pas, on doit être en 2006. Je me suis enfermée pendant, je crois que il y a 18 versets à l'Apocalypse, alors j'ai suivi le truc. Après, j'ai pris 7 kilos, j'avais mal à l'œil, enfin, c'était horrible. Et surtout, je me suis mise à manger des Kinder Pingui. Parce qu'il y avait la pub et qu'à force, ça marchait. Donc ça, c'est vraiment le truc extrême. Après, ça peut être juste dans les relations. Enfin, quand j'écrivais Pauvre folle, qui est sur une histoire bien toxique, avec un gay, parce qu'évidemment, en bon éthérant, on fait quoi? On va voir un gay en se disant tout le monde est bi, ce qui est une excellente idée. Et là, il y a eu plein de fois où, en fait, j'ai pas arrêté la machine parce que le livre était en cours et j'avais besoin de nourriture, quoi. Donc, les deux, ouais. Et du coup, est-ce que tes proches se méfient de toi? Non, parce que en fait, en autofiction, c'est pareil, il y a des rapports éthiques. Christine Angot, par exemple, qui est un peu l'exemple le plus énorme là-dessus, elle considère que la littérature a tous les droits. Moi, j'attaque jamais la première. Ça, j'ai défoncé un nombre assez soutenu de personnes dans les bouquins, mais j'ai pas attaqué la première. J'étais détruite avant. Ou alors les gens sont morts, donc on peut y aller. Après, pour les proches, par exemple, je pense aux 3 derniers livres où les copines ont servi de modèle. Non seulement j'ai demandé, mais en plus on a même réfléchi au prénom ensemble. Ok. Donc elles ont participé au processus. Je trouve que c'est important parce que de toute façon, tout acte de littérature a quand même un côté vampirique. Et même si c'est surtout sur moi que je travaille, enfin sur mon jeu, obligatoirement ce qui entoure va être capté. Et je préfère prévenir, ouais, que... Et puis après, il y a des degrés. Je sais plus dans lequel. En Go, il y en a un où elle croise une fille à l'administration à Montpellier du centre de danse. La fille s'appelle Christine, ça l'énerve. Il y a un paragraphe où elle défonce une meuf qu'elle a jamais vue. Enfin, c'est ouais, il y a des curseurs. Moi, je suis plutôt dans la branche basse, sauf quand il s'agit de s'énerver. Enfin, Némésis, c'est mon ami, ça c'est sûr. Mais il faut me chercher, quoi. Ok. Et donc voilà, je pense qu'il est temps d'avouer qu'après un an de podcast, les 5 personnes qui font partie de l'émission sont queer. Voilà, je tiens à vous le prévenir. Je suis gay. Et tu es valide. Donc ça nous intéresse en fait de voir une autrice cis et hétéro qui choisit par l'écriture de s'inventer une identité, de brouiller les frontières entre ce qu'elle raconte d'elle et ce que la norme a construit d'elle. Je sais que notamment dans ton livre Manifeste, Mes bien chères sœurs, sorti en 2019, qui est en écho avec King Kong Theory de Virginie Despentes, il y a cette question qui m'est venue qui est que Despentes encourage toutes les femmes à sortir de l'hétérosexualité. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour celles qui n'y parviennent pas? Bah, c'est une bonne question et en plus le parvenir veut tout dire, quoi. C'est le parvenir, c'est-à-dire que d'un côté on le vit comme une malédiction et après on peut vivre ça comme une injonction désagréable aussi. Mais c'est super compliqué. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé le trouble. J'ai fait 1 an et demi avec une femme. J'ai jamais été autant cocu, d'ailleurs. Et j'ai essayé les relations plutôt longues. Enfin, le seul truc, c'est que je suis pas polie, quoi. Donc, quand on est Polycule. Voilà. Donc, du coup, c'est un truc de plus. Mais finalement, on lâche l'affaire, quoi. Enfin. Puis il y a un truc d'âge aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'à 30 ans, il commence à se déconstruire un peu, mais à 50,
Enfin, je suis de la gène X, c'est juste avant les boomers, donc de toute façon c'est mort. Enfin, on peut pas les sauver, quoi. Enfin, j'ai essayé et la pédagogie, je lâche l'affaire parce que c'est pas possible. Et puis il y a toujours ce truc en soirée du j'ai très envie de parler de féminisme. Et là, en général, je quitte la conversation. Donc, ouais, donc je pense que la seule solution, effectivement, est de faire un pas de côté. Je veux pas me positionner de façon aussi ferme Covidi, parce que je veux pas fermer la porte dans la mesure où je suis une grosse romantique avec la crinoline qui traîne. Donc, je crois qu'inconsciemment, il y a l'espoir qu'un jour il se passe un truc. Et en même temps, vu les trucs qui circulent, on n'a pas très envie d'être en contact avec. Donc oui, ça fait 6-7 ans maintenant et je suis avec Perdition à Siamoise et je crois que c'est suffisant en fait. Merci Chloé. Je tiens à préciser que toutefois, si on t'invite ce soir en tant que femme hétérosexuelle, on n'est pas encore prêt à inviter un homme hétérosexuel. Du coup, arrêtez de nous harceler. On croule sous les demandes. Voilà, on vous invitera quand on pourra. Et c'est pas vous qui choisirez. Et ce que j'apprécie dans tes livres, justement, c'est le fait que tu fais écho à beaucoup de questionnements que des femmes hétéro-féministes autour de nous. Et des gays qui s'identifient à des femmes hétéro-féministes. Exactement. Qui trouvent ça dur de relationner avec des mecs cis-het. Et aussi qui sont méfiantes, car elles ont vu comment la structure hétéropatriarcale du couple et de la famille peut s'abattre sur elles rapidement, notamment quand elles regardent peut-être leur mère. Il y a quelques mois, tu as dirigé le livre Nullipare et alors être sans enfant, qui est sorti dans la collection Point Féministe. Donc tu as dirigé le livre et on y trouve des contributions d'autres personnes comme Océan, Rokhaya Diallo, Amandine Gay, Aurélie Olivier. Et elle raconte toute la wokerie. Exactement. Leur expérience de Nullipare. Et elle s'oppose à l'idée que que ce choix serait une faute ou un échec. Alors pourquoi c'était important pour toi de faire entendre ces voix et pourquoi la jonction à la reproduction reste un champ de lutte féministe pour toi? C'est-à-dire que on avait fait sororité il y a 5 ans, je crois, et chez Point Féministe, ils m'ont dit ça serait chouette qu'on réfléchisse à un autre. Et la nulliparité s'imposait tout de suite, le réarmement démographique. Et aussi parce que c'est encore un problème, d'autant plus maintenant que les lesbiennes en fait procréent beaucoup et du coup l'injonction elle est devenue générique. Avant ça pesait que sur les hétéras et c'était déjà bien lourd et aussi parce qu'en fait ça a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que c'est les mêmes chiffres, c'est le même nombre de pourcentage de nullipare. Là, il y a des intentions de nulliparité qui sont plus grandes, mais attendons de voir. En général, c'est autour de 13%. Et moi, j'en ai vraiment, quand j'étais encore fertile, le nombre de réflexions délirantes, et pourtant j'ai pas un profil très tradi, donc c'est dire ce que ça doit peser sur l'expert comptable du coin. C'est toujours le t'as pas trouvé le bon, mais tu seras rattrapé par l'horloge biologique, ok. Et pas trouver le bon, je trouvais ça super insultant en plus parce que ça veut dire que t'es pas en capacité de relationner correctement. Enfin, ça met tout en. Et après la ménopause, c'est tu regrettes pas. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Et puis il y a j'ai mis en intro du bouquin, il y a cette définition délicieuse de l'Académie française. Quand on s'embête, on prend un mot un peu touchy, on va le chercher sur le site de l'Académie, c'est merveilleux. Nullipare, c'est une femme qui n'a pas encore enfanté. Voilà. Donc, je crois que de toutes les assignations, de toutes les pressions sociales, l'enfantement est le premier, en fait, vraiment. Et je trouvais ça important, comme c'est une collection qui circule beaucoup auprès des jeunes, que ça donne des outils, en fait. Ces témoignages peuvent être des outils, et comme ça, on sera un peu utile. Surtout, Chloé, que pour le dire à toutes les femmes de ton âge, si on a envie d'être Mother, il suffit d'aller voir des twinks
Ils te trouveront toujours Mother. Bah oui, et en plus, dans Pauvre Folle, donc c'est pas une histoire. Oui, tu aimes les gays. Tu aimes les gays, voilà, pour le dire J'ai rapidement. un pattern. Et donc Mais c'est OK, hein, nous aussi. Hein. Tu racontes, et on t'adore, et les gays t'adorent. C'est ça la bonne nouvelle. Tu racontes une tentative de sortie de l'hétérosexualité, puisque tu racontes ton histoire d'amour avec un homme gay, comme tu disais, et tous les tourments que ça fait jaillir en toi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton lien d'âme avec les hommes gays? Mais je sais pas, c'est super bizarre. Au lycée, ils étaient pas au courant qu'ils étaient gays, c'était déjà mes copains. Et j'ai toujours eu des affinités électives avec effectivement des garçons qui sont pas hétéros, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai très très peu d'amis hétéros en fait. J'ai Paco Mtielman qui est quand même plutôt une sorte de créature ésotérico-bizarre. Laurent Binet qui est le garant de mon appartement. Et, Pratique. Merci à lui. Vraiment merci à lui. Mais sinon, les garçons hétérosexuels que je vais être amenée à fréquenter, c'est les compagnons de mes copines. Alors des fois, ça fait 25 ans que je les connais, mais en même temps, je prends pas de café avec toute seule. Et sur les 7 dernières années qui correspondent donc à une modification, enfin un nouveau cycle de vie et le célibat, j'ai rencontré que des garçons gays avec qui je suis devenue super liée, quoi. Dont Malik avec qui je fais le Satan is the Bottom, Axel Wursten qui est réel, enfin des gens en général, même pas toujours plus jeunes, mais un peu plus de jeunes personnes. Et pour les hétéras, c'est des hétéras jeunes aussi. Enfin, je sais pas, j'ai un renouvellement du cheptel amical qui va plutôt chez les queers en fait, et les queers plus jeunes, ouais. On prévoyait d'en parler plus tard dans l'émission, mais vu que tu ramènes le sujet, pourquoi pour toi Satan est un bottom? C'est l'idée de Malik. Moi, j'ai trouvé ça drôle, j'avais pas d'avis. Et c'est valide. Et c'est valide. Ouais, non, je sais pas. Ah oui, non, en vieillissant, on arrête d'érotiser le mal, parce que avec l'âge, tout ce qui est de l'ordre du PN et d'autres profils sympathiques, Pervers narcissique. ouais, qui sont pas dans les DSM, donc ça existe peut-être pas vraiment. Ça existe peut-être que dans Biba et Marie-Claire et un peu la vie. Et Mais il y a des vérités dans Marie-Claire. Hein. Leur horoscope, moi j'aime bien. Donc je sais pas. Là, moi, je suis en train d'essayer de désérotiser le mal, et donc ouais, Satan, il se fait attacher, il se tait. Ok, super. Et puis c'est un meilleur personnage que Dieu en plus, quand on y réfléchit. C'est plus drôle. Ouais, mais en tout cas, on te remercie d'avoir eu le cœur brisé par un gay et de pas être venu anti-wokiste et homophobe pour autant. C'est quand même merci. Et d'ailleurs, on parlait des hommes hétéros. T'as sorti un livre intitulé Fallers, dans lequel tu imagines qu'une bande de super-héroïnes ont le pouvoir de faire exploser le pénis des agresseurs. Qui est un sujet qui vient de loin pour toi. Exactement. Exploser le pénis. Exactement, parce que c'est la solution que tu proposes, et qui revient avant Fallers, puisque c'est une idée qu'on trouve dès ton premier roman. Dès 2000, ouais. Dès 2000, dans Les Mouflettes d'Atropos, où il y avait un appareil qui s'appelait le Bito-extracteur. Alors moi, j'ai une question. Après 25 ans de recherche, t'en es où sur la mise au point de cet appareil? Parce que je pense que t'as un petit laboratoire genre Frankenstein chez toi, c'est pas possible. Non, mais j'avoue que le Bito-extracteur, le truc, c'est que quand j'ai eu une idée de Fallers, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà eu cette idée quelque part. Je suis allée rechercher dans le bouquin, et en fait, j'étais vraiment complètement à la ramasse, parce que c'est un micro-ondes avec un trou dedans ou je sais plus quoi, mais en fait, physiquement, c'est juste pas possible, mon histoire de Bito-extracteur. On peut pas encastrer le mec dans le micro-ondes, en fait. Ça ferait un très bon épisode de Wallace et Gromit. Ouais, un peu, c'est ça. Mais non, je crois que la solution extrême, ou la nuit des grandes cisailles, ou ce genre de fantasme misandre sanglant, c'est un peu aussi une réaction parce qu'ils utilisent leur bite comme une arme de guerre, quoi. Donc à un moment donné, la violence appelle la violence. Fallers, c'était bizarre la sortie, ça faisait rigoler plein de gens, il y en a qui rigolaient pas du tout, et je me suis vraiment fait passer pour une maboulette totale parfois, mais c'est plutôt de la catharsis jouissive, hein. Et la chanson qui passait au début, Ouin Ouin Boogie, il y a le clip qui va avec, et dans le clip, il y a Océan d'ailleurs qui joue dedans. Les mecs, il y a un groupe de virilitas, et le faux sang est très cher. Donc du coup, j'ai pas pu avoir autant de beats qui explosent que ce que je voulais dans le clip, mais bon, le clip, du coup, j'étais contente.
petit. Mais oui, parce qu'en fait, Fallers, c'était un scénario de film Ouais. à la base. Mais que fait le CNC? Il m'a refusé tout. Ça fait 6 ans que Bouh. j'ai développé plein de... Mais en plus, moi, j'avais travaillé avec Capricci, qui ferme pour des doses de VSS bien lourdos. Bouh. Ouais, donc... non, moi, là, le ciné, c'est bon. J'ai essayé, j'ai fait 4 scénarios en 3 versions. Je me suis fait retoquer de partout. Le court-métrage, impossible de le faire. Quand on n'est pas dès l'heure... Enfin, c'est toujours... difficile, ça fait aigri, mais quand même le ciné, quand on n'est pas dès l'heure, c'est impossible en fait. Entre la nécessité d'avoir fait la Fémis ou la nécessité d'avoir une mère comédienne, c'est un peu compliqué. Alors, on peut avoir fait la Fémis et pas réussir à faire des films. Je dis pas ça personnellement, mais... Et Fallers, comme tu disais, est accompagné de ton deuxième album de musique qui s'intitule Sentiments négatifs. C'est le moment où je dois révéler que quand j'étais abonné à Spotify il y a 3 ans, tu étais mon artiste la plus écoutée sur Spotify. Mais c'était toi? Je précise, je suis pas mélomane. Moi, j'adore qu'on me raconte une histoire. Du coup, ta musique me plaît énormément. Ah, mais c'est trop chou. Mais la rencontre s'est passée ce soir entre ce numéro 1 et l'artiste. Après, si ça peut te rassurer, j'ai jamais cherché ton adresse. Ah, mais... Et donc, tu avais déjà fait un premier album pour ton livre Le cœur synthétique. Donc, l'album s'intitulait Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine. Donc, comment communique la musique et l'écriture dans ton processus créatif? Bah, pour les disques, en fait, le deuxième, Fallers, quand je l'écrivais, je faisais le disque en même temps. Donc du coup, il y a la moitié, ça donne un album hyper déséquilibré. Il y a la moitié de l'album, c'est des chansons féministes rigolotes pop, et l'autre moitié, c'est des spoken dépressifs. Donc du coup, au moment d'articuler, je m'en suis rendu compte que c'était trop tard. Le premier album, par contre, est beaucoup plus cohérent. C'est vraiment un album concept avec Très bon album. les aventures d'Adélaïde qui lose de situation pourrie en situation épouvantable. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ta musique, c'est un peu comme Sexy Sushi. T'as pas peur de faire des blagues, alors que je trouve que la musique souvent s'éloigne de l'humour. Alors que, comme dans ton héros Robespierre de Patrick Sébastien, dans ton cul, des fois, on a besoin de ça. Mais c'est l'esprit de sérieux à la française sur la musique. Oui. Parce que dans les bouquins, c'est pareil. Il y a pas beaucoup de enfin, je sais pas chez les garçons, mais Et à la Fémis aussi, c'est pareil. Hein. Non, en France, il y a quand même le côté, dès qu'on fait de l'art, dès qu'on réfléchit, il faut surtout pas plaisanter. Il y a un côté très docte, sérieux. Alors que je suis sûr qu'Augustin Trapenard, il adore délirer. Hein. Oui. Il a dit qu'il prenait du poppers. Et toi aussi, tu prends du poppers, non? Ah non, moi le poppers, ça me donne juste mal au crâne. Pareil, en vrai pareil. Et c'est pas tes premières incursions dans la musique, puisque tu as aussi écrit des paroles pour le groupe Indochine. Ouais, alors, ouais. Première collaboration en 2009 avec la chanson Les aubes sont mortes sur l'album La République des météores. Alors, c'était comment de rencontrer et d'écrire des chansons pour un groupe dont tu es fan? Non, mais ce qui est fou, c'est que quand j'étais... Enfin, moi, c'est mon lieu refuge, en fait. Enfin, j'ai un rapport... et je suis tombée sur l'aventurier l'été de la mort de mes parents, et je crois que j'ai eu la pulsion de retour à la vie par cette chanson. J'aurais préféré que ça tombe sur un truc plus chic, hein, mais bon, c'est comme ça. Non, mais ça fait popu. Ouais, puis maintenant ça a changé. Et puis le groupe a changé de statut aussi, parce que dans les années 90, on me jetait des pierres, quoi. Mais c'est surtout une sorte de victoire perso, parce que quand j'étais au collège, il y avait un prof qui nous avait demandé votre rêve c'est quoi? Donc moi naïvement je réponds parolière pour Indochine, et là je me prends Bourdieu dans la gueule. Vous habitez à Houille, vos parents sont pauvres, vous vous croyez où? Bon, déjà j'aurais dû lui répondre que les parents étaient morts, ça l'aurait calmé. Et du coup, je sais pas, il y a eu un truc de... C'était statistiquement, effectivement, assez improbable. Et c'est Nicolas Sirkis est tombé sur mon boulot, du coup m'a demandé, et je crois s'il savait que j'étais fan parce qu'il m'avait entendu dans une émission de radio. Mais
c'était chouette. Enfin, moi, ça fait partie des trucs où c'est coché, ça s'est fait. Et puis, c'est très, très rigolo de se retrouver en studio face au mec sur lequel on a eu ses premiers émois sexuels. Et de se dire, ouais, bah, on bosse, quoi, en fait. Donc, c'est chouette. J'en ai refait 2, enfin, des bouts parce qu'ils détricotent et ils gardent seulement des petits bouts. Mais j'en ai 2 dans le dernier aussi. Puis c'est bien, ça fait de la SACEM. Et ils sont sympas en vrai? Bah, je peux pas mettre de pluriel. Moi, j'ai affaire qu'à Nicolas, en fait. Et oui, il est mimi. Il est assez mimi. C'est surtout que vu c'est actuellement le groupe qui a vendu le plus de places de concert. Enfin, le statut a vachement changé. Et il pourrait être vraiment imbuvable. Enfin, surtout qu'il a bien morflé. La période où il a perdu son frère et tout, c'était vraiment la traversée du désert du groupe. Et je trouve ça assez chouette, du coup, aussi, la réussite, le parcours, quoi. Mais il est mimi, ouais. Alors Chloé, ce soir, c'est le grand retour du petit jeu du masque et la plume dans le cul, parce que oui, nos auditrices les plus attentives avaient peut-être remarqué, parce que quand même vous suivez, que nous n'avons pas encore fait de petits questionnaires amusants dans cette saison D. Donc ça y est, il est de retour. On te propose donc une série de questions inspirées par ta chanson Ouin Ouin Boogie de ton album Sentiment Négatif, qu'on a intitulé Ouin Ouin ou Oui Oui. D'accord. T'as compris? J'ai compris. Ouin ouin, c'est pas bien. Oui, oui, c'est Slay. Voilà. Okay. Alors, Ouin Ouin ou Oui Oui, le reboot de Buffy contre les vampires qui a été annoncé avec Sarah Michelle Gellar. Oui, parce que ça va être cool de la retrouver, même si ça va devenir une daronne et qu'ils vont faire un scénar tout pété, mais c'est pas grave. Peut-être sera-t-elle nullipare. Bah, j'espère. Ah ouais, non, la tueuse, un gosse et tout, ça craint, quoi. Ou elle pourrait avoir un bébé vampire qu'elle doit tuer. Ah, plus intéressant, déjà. Il a fait la fémis. Arrêtez, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est vrai, je pose cette question parce que t'es une grande fan de Buffy contre les vampires. T'as même écrit un roman interactif sur le modèle un roman dont vous êtes le héros à l'ancien. Qui s'appelait La nuit où je suis Buffy Summers. La nuit, je suis Buffy Summers. La nuit, je suis Buffy J'ai écrit ce livre parce que je voulais avoir un livre qui s'appelle comme ça. L'idée est partie vraiment du titre. Il a fallu faire le livre après. Et qu'est-ce que t'aimes autant dans l'univers de Buffy? Mais tout. Et l'épisode comédie musicale est le truc le plus extraordinaire de la Terre. Non, c'était une héroïne. Elle est mal habillée, quoi. C'est le seul problème. Parce que c'est les années 90. Mais moi, je regarde quasiment que des films de genre, en fait. Et Joss Whedon a vraiment réussi à détourner et à ingérer, à reprendre un tas de codes. Et oui, je sais pas, c'est un doudou, quoi. Buffy, et puis je crois que même les séries les plus, enfin même du Twin Peaks ou des trucs où il y a pas photo, non, je préfère Buffy. Enfin, il y a un rapport. Pour moi, c'est vraiment la meilleure série de la Terre. Et puis cette saison, c'est beaucoup. Et l'hôpital dans l'HP, quand ça arrive, Norma Logan, l'idée que si ça se trouve, ça fait 6 saisons qu'on se bouffe une psychotique où on est dans sa tête, je trouve que l'idée était vraiment géniale, quoi. Ouin ouin ou oui oui, les films d'horreur actuels. Est-ce que tu as aimé un ou plusieurs films d'horreur sortis en 2025? En fait, je vais plus du tout en salle, donc c'est sur les plateformes. Je me plains beaucoup de ce que je vois, mais en même temps, c'est les plateformes et c'est souvent des films américains pourris. Abigail, c'était pas mal pour un film de vampire avec une gamine. Moi, j'aime bien les films d'horreur où c'est malaisant avec les enfants. Il y a un film qui s'appelle Children, mais peut-être qu'il est de 2023 ou. L'année dernière, c'était en salle, du coup, ça finira par arriver. Bring Her Back, c'était pas mal. Ah, j'ai pas vu. Ça arrivera sur les plateformes, t'inquiète. C'est les gens qui font la main. Ah, ouais. Non, j'ai pas été transcendée par un truc, là. Ouin ouin ou oui oui, écrire avec des points d'exclamation. Ah non, mais ça non. Ça c'est ouin ouin. Non, les points d'exclamation, ça veut juste dire qu'on n'est pas capable de faire une phrase assez musclée. C'est un aveu de faiblesse et un signe d'incompétence. Donc. Ouin ouin, oui oui. Jim Jarmusch. Oui. Mollement, on est bien d'accord. Mollement, ouais.
quand même. Très mauvais dernier film. Hein. Mais Ouin avant- ouin ou oui oui, le concept du Blue Monday qui est aujourd'hui, soi-disant le jour le plus triste du monde, Déprimant. déprimant du monde. Je sais pas, il y a des jours enfin, les jours sont tous déprimants, de toute façon. Bah, le mercredi, c'est le jour des enfants. Ouin ouin ou oui oui, les musées. Ah, ça, c'est à cause de Sainte-Anne que vous posez la question. Exactement, parce que tu vas écrire un texte pour la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock, où Ouais. des écrivains passent une nuit dans un musée de leur choix et en tirent un texte. Donc toi, tu as choisi de passer la nuit au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. Comment était la nuit et pourquoi tu as choisi Musée qui, a priori, est très bien. Alors, c'est un petit musée avec 2 petites salles qui se trouvent dans l'enceinte de l'hôpital. Et si je l'ai choisi, c'est parce que je voulais bosser sur la santé mentale. Et c'était un énorme prétexte, en fait. L'expo, j'en avais au début, mais sincèrement, rien à foutre, en fait. Et Désolé les maboules. ce que je voulais, c'était retourner justement chez les pyjamas bleus en n'étant pas avec une chambre assignée et 1 heure tu rentres du parc. Il y avait un côté revenir victorieuse. Et puis en fait, l'expo, c'est le plancher de Jeannot, qui est un plancher qui a été gravé avec un message de détresse assez sibyllin. Par un garçon qui a fait une grosse décompensation avec une biographie épouvantable. Et le plancher est un plancher très très épais. Le mec était en inanition depuis des mois, il a décompensé dessus. Il a gravé la profondeur des entailles, la force qu'il ait eu, cette force-là, c'est pire que le cri de Munch à même le plancher. Et du coup, le bouquin n'est pas du tout ce que j'avais prévu. La première moitié va être sur le plancher. C'était une expérience qui n'a pas du tout été celle que je croyais au bout du compte. Mais c'est bien d'être surprise aussi. Mais enfin, ça reste quand même un bouquin qui parlera beaucoup de santé mentale, du coup, obligatoirement. Parce que les chiffres sont super alarmants et aussi parce qu'en tant que bipolaire, sans médicament, un bipolaire a 15% de se suicider, 15% de chance de se flinguer, en fait. Et la médicamentation, c'est pas une camisole chimique pour les bipolaires, donc je sais pas, je voulais parler de ça un peu et surtout sur la psychose, puisque le livre a un titre très gai puisque c'est Papa debout dans le couloir. Et c'est sur l'hallucination que j'avais, puisque quand mon père a tué ma mère et s'est suicidé après, il m'avisait entre les deux. Et j'ai eu cette image prégnante que j'ai pris pour un fantôme au début. Après, j'ai compris que c'était une halu. Et quand j'ai compris que c'était une halu, je me suis bien gardée de le dire au corps médical, en me disant que j'allais finir hyper sédatée. Et donc, il a fallu gérer l'hallucination un peu toute seule. Enfin, j'avais un antipsychotique par ailleurs, parce que j'avais laissé des indices à la psy pour qu'elle voie bien que ça déboulonnait. Mais je sais pas, c'est un peu là-dessus, sur l'institution, et par rapport au plancher de Jeannot, du coup, la perception qu'on a, aseptisation de cette œuvre d'art ou pas par rapport à la maladie mentale qui est dedans, parce que c'est de l'art brut, mais le musée actuellement a un geste qui décolle la biographie de l'œuvre, et ce qui fait qu'on est en train d'aseptiser toute cette psychose très forte, et le mot psychose n'est pas ni schizophrénie, c'est plus du tout dans la présentation de l'œuvre. Donc voilà, c'était un bon petit tunnel hyper chiant. Il est fini. Ouin ou oui oui, Brigitte Bardot. Non, mais là... Là, non. Voilà, ouais, non. La barre est au sol. Ouais. Ouin ouin ou oui oui, la mode des jeunes des années 2025. Parce qu'on- Les habits. Ouais, les habits, parce que Ah ouais, mais non, mais là, je vais le avoir- looking des années non, 80s, 90s, ouais, c'était non, quelque chose. non, oui, non, mais moi, je souffre. J'ai des attentats esthétiques à chaque coin de rue. C'était mieux avant? Sur les fringues, c'était mieux avant que j'ai le droit de mettre des fringues que je voulais, oui. Moi, je suis conservée dans une espèce de formol 80s complet. Non, mais bon, le mystère, c'est quand même les crocs. Enfin, je veux dire, un jour, les gens reprendront leurs esprits, quoi. Mais ouais, non, là, c'est le truc où je suis réac sur les fringues, mais un point. Alors, les crocs à talons, quand même, moi j'adore. D'ailleurs, si des gens veulent m'en offrir, j'en ai qu'une paire.
Voilà. Vous avez entendu l'appel. Merci. Et maintenant, parce qu'il n'y a qu'une personne ici à qui on dit oui oui à son ouin-ouin, c'est l'heure du coup de babouche. Oui, allô? Dis-moi bien, salope. La prochaine fois que je t'entends parler de moi, que je te croise dans la rue, c'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Merci Ous pour ce jingle toujours aussi efficace. Sans transition, accusé d'opacité, de mauvaise gestion des cas de VSS et d'une vision trop mercantile de la bande dessinée, la société d'organisation du Festival d'Angoulême n'a eu d'autre choix que d'annuler l'événement. Une première pour le plus grand festival de bande dessinée au monde. Et oui, il se situe dans une ville elle-même située dans la diagonale du vide. Alors qu'il pourrait se remettre en question quant au prix alloué à Bastien Vivès et ses œuvres pédopornographiques, à la trop grande place accordée aux éditeurs et au faible soutien offert aux indépendants, ou encore aux accusations de management toxique et d'invisibilisation des autrices, la société organisatrice de l'événement 9e Art Plus met en cause le manque de soutien de ses financeurs publics. Et il est vrai que notre cher ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la baisse des financements de l'État sur l'événement de 60%. Mais en rester aux déclarations de 9e Art Plus serait choisir d'ignorer le boycott des auteurs et surtout des autrices commencé depuis maintenant 2 ans. On parle en effet d'un festival qui enchaîne les scandales pas tout à fait féministes et qui préfère accueillir en grande pompe les éditeurs les plus riches du secteur plutôt que de prévoir des financements pour accueillir les auteurs et autrices sur l'événement. On parle également d'un événement sans équivalent en Europe, un trésor pour la profession qui attire 200 000 visiteurs chaque année. Oui, à Angoulême, dans la diagonale du vide. Pour comprendre la situation, je rappellerai qu'un tiers des auteurs de bande dessinée français vivent sous le seuil de pauvreté et que la proposition de loi visant à garantir la continuité des revenus des artistes-auteurs a été rejetée par le Sénat et critiquée par notre ministre Rachida Dati. Étant moi-même artiste-auteur, et oui, un statut bien utile puisque je facture gratuitement cette chronique par exemple. J'en toucherai un mot au producteur de ce programme culturel après l'émission. Je suis dépité par le manque de soutien qui nous est offert. Je félicite les auteurs et surtout les autrices de bande dessinée, mais également les professionnels du secteur pour leur mobilisation. On espère, pour finir, qu'un jour le festival de la bande dessinée d'Angoulême reviendra plus fort, plus féministe et plus divers que jamais. Merci Babouchka Babouche pour ce message d'intérêt général. Alors, dans tes derniers livres, depuis MeToo, tu mets beaucoup en avant l'idée de sororité. Donc, tu as d'ailleurs dirigé un ouvrage collectif dans la collection Point Féministe, avec des contributions de Juliette Armanet, Alice Coffin, Fatima Ouassak, Rebecca Chaillon, Maboulas Moro. Qu'est-ce que ça a créé chez toi, MeToo, et pourquoi tu penses que la pratique de la sororité est ce que tu as voulu mettre en mots pendant le déferlement de cette nouvelle vague féministe? En fait, il fallait que ça soit organisé un peu. Et la sororité, ça va pas de soi. Moi, quand j'étais ado, j'avais peu de copines filles, en fait. Enfin, c'est normal, je traînais qu'avec des gays. Donc, mais, les gays sont un peu des femmes. Hein. Ouais, mais et peuvent être des chippies aussi. Mais je sais pas, il y a un truc qui était de rivalité qui est tellement intégré que c'était pas si naturel que ça. Et je pense que c'est un outil politique en fait, et que il y a des poltergeists ici. Les lumières vacillent. Des poltergeists. Parce que la lumière fait des siennes. Donc oui, voilà, c'était essayer d'apporter un outil hyper accessible. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que ça a marché, parce que c'est un mot. Quand j'ai sorti le bouquin, j'avais dû commencer à travailler sur liberté, parité, sororité chez Violette & Co en 2017, je crois, à la résidence, ou 2018. Et le mot sororité n'était pas du tout évident dans le vocabulaire. Et mes bien chères sœurs, au début, je voulais appeler ça sororisation générale. Et mon éditeur m'a dit, sororité, déjà, c'est pas clair. Si tu fais un néologisme,
personne va comprendre de quoi parle le livre. Alors qu'aujourd'hui, sororisation, on le sortirait, tout le monde pige tout de suite, quoi. C'est un mot qui était enterré parce que ça arrangeait bien tout le monde qu'il soit enterré. Donc, et le seul truc qui est un peu triste après tant d'années de MeToo, c'est que ça a fonctionné, mais c'est pas suffisant. Et en face, même en étant organisé, solidaire, même quand dans l'espace public il se passe un truc au bureau, que les filles se dressent ensemble, je crains que malgré tout, sur la puissance de frappe des masculins et le fait que ce soit systémique, on a un peu déplacé, on a un peu gagné d'air, mais on n'a pas complètement. Enfin, voilà, c'est vrai que le bilan, je suis un peu effrayée, en fait. Ouais, et justement, c'est quelque chose dont on a parlé aussi avec Gorge Bataille, qu'on a reçu la saison précédente. Un poète qui racontait en fait son sentiment d'être dépossédé des mots, notamment par la mainstreamisation de ces mouvements radicaux. Donc ton travail, c'est les mots aussi. Et tu as beaucoup de mots en fait, comme sorcière, sororité, avec lesquels tu as travaillé, qui sont rentrés dans le langage mainstream, un peu avoir été vidé de son sens. Donc comment tu vois cette évolution de la vie des mots et quel défi ça te pose en tant qu'écrivaine, en tant que féministe? Il faut Non, mais parce que sorcière, c'est pareil. Sorcière, je vais y retourner avec un livre sur les arts divinatoires, plutôt pour 2028, parce que je dois faire l'agneau au musée avant, qui sort en 27. Le problème sorcière, c'est que c'est devenu une femme de gauche, éventuellement un peu nullipare. Et tout ce qui est la spiritualité, les pratiques ésotériques, ça a été évidé du mot. Et là, on est... c'est-à-dire que la figure de la sorcière a été hyper utile en domaine féministe, je dirais. Mais une sorcière, c'est une sorcière, c'est pas qu'une gauchiste, quoi. Donc, je vais essayer de réinvestir le terme. Et quid des vilaines sorcières comme Valérie Pécresse ou Rachida Dati? Mais c'est pas des sorcières, c'est des lombrics, c'est pas pareil. Est-ce qu'on est soror? Comment on gère la sororité, La sororité avec Sarah Knafo? la sororité avec l'ennemi politique, c'est... c'est ennemi politique, donc je fais pas sororité. Mais je pense qu'elles veulent pas faire sororité avec toi non plus. Non, elles veulent pas. Non, puis encore heureux, parce qu'il y a rien de pire que d'avoir une personne atroce qui veut être votre amie. C'est la position la plus gênante de la Terre. Avis aux concernés. Et donc, cette année, tu diriges et participes à l'ouvrage collectif Poème à l'usage d'un monde en flammes. Je le dirige pas. Pardon, excuse-moi. Non, en plus, tu m'as dit. Je dirige pas tout. Pas toujours la tu tête. participes à l'ouvrage collectif Poème à l'usage d'un monde en flammes. Ouais. 21 voix pour raconter l'époque, qui va sortir aux éditions du Castor Astral. Donc on y trouvera d'ailleurs un poème de ton futur recueil qui s'intitulera Sans oublier qu'en plus c'est bien la fin du monde, qui sortira cette année, c'est ça? En mars. En mars. Donc c'est ton premier recueil de poésie. Et j'ai fait des fragments poétiques avant, j'ai fait de la poésie narrative, mais j'ai jamais fait de poème publié. Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse justement d'investir plus précisément la poésie actuellement? J'en ai toujours fait, mais moi j'injectais à même la phrase, c'est-à-dire que je fais beaucoup de vers blancs, il y a beaucoup d'alexandrins en fait dans mes ouvrages. Là, en fait, c'est un recueil qui contient des textes qui datent pour certains d'il y a longtemps. Par exemple, il y a un travail que j'ai fait en 2016 au FRAC de Grenoble, où j'étais artiste associée. J'ai fait des sonnets, il y a une vingtaine de sonnets. Les sonnets, techniquement, c'est un peu compliqué. Où j'avais collecté les rêves des habitants et je les avais transformés en sonnets. Enfin, à la base, j'avais un projet plus large. Je croyais que l'espace public, l'espace où l'individu se trouvait, géographiquement aussi, avait un impact sur ses rêves. Bernard Lahire avait sorti La sociologie des rêves et tout. En fait, c'était une très très mauvaise idée, pas du tout. Mais j'ai perdu un an. Mais il reste 20 sonnets, donc du coup, je les ai mis dedans. Il y a les paroles des chansons, il y a beaucoup de textes inédits que j'ai écrits ces derniers mois aussi. Mais c'est soit des alexandrins, soit des octosyllabes.
Et pour rebondir sur une vidéo qui a un peu tourné sur les réseaux sociaux, pourquoi selon toi la stylistique est-elle aussi importante ? Parce que s'il n'y a pas de stylistique, c'est pas de la littérature. Enfin, Avis aux concernés. Mais non, mais parce que la littérature, par définition, c'est préoccupation esthétique. C'est-à-dire que sinon, après, c'est de la non-fiction, c'est du témoignage, c'est autre chose. Mais et puis après, c'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent littérature blanche, machin. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont pas foutus de faire une métaphore filée. Donc, moi, je veux bien le renouveau de la blanche. Montre-moi que tu sais faire un chiasme, mais après que c'est ton choix de... La littérature, c'est un peu comme le drag, dans le sens où on dit que tout type de drag est valide, mais c'est pas pour autant qu'il est intéressant. Voilà. On va faire un parallèle qui tient. Merci à Chloé Delhomme d'être venue se mettre une plume dans le cul avec nous. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Snow pour les photos. Allez suivre son travail sur Instagram, c'est @hotpinksnow. Merci à Ous pour la régie. Merci à Babouchka Babouche. Merci. Et on voulait terminer parce qu'on a parlé de livres aujourd'hui. Aujourd'hui, on voudrait envoyer notre soutien à la librairie lesbienne et féministe Violette & Co, qui a été perquisitionnée pour avoir vendu un livre de coloriage pro-palestinien, car selon la loi, il s'agissait d'un objet interdit. Livre qui n'était pas présent dans la librairie au moment de la perquisition. Tout ça a été très inquiétant. Et Violette & Co n'est pas seule. Je pense aussi à la petite Égypte à Paris qui a été victime d'agressions pour avoir invité la reporter spéciale de l'ONU sur les territoires occupés palestiniens Francesca Albanese en fin d'année dernière. L'ONU transgressive. Donc la perquisition de Violette & Co est une dérive autoritaire très inquiétante et autorisée par le système judiciaire français. Donc on envoie tout notre soutien de la cave des souffleuses et on va acheter des livres à Violette & Co. Dans notre prochain épisode, on recevra la journaliste et chercheuse Léane Alestra qui viendra nous parler des femmes d'extrême droite et du sexy ou pas et du média queer qu'elle a cofondé qui s'appelle Problématique. Et puis aussi, on a fait un épisode bonus qui est une table ronde critique top flop des films de 2025 avec les réalisatrices Alexis Langlois et Laurence Sagodins. Donc on a essayé un nouveau format. Allez écouter, dites-nous si ça vous plaît, laissez-nous des coms, des cœurs et suivez notre page Instagram @lemasqueetlaPlume_DLQ. Passez une très belle soirée. Merci d'être venus et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul.